Le Troisième Reich arriva au pouvoir au premier semestre 1933 sur les ruines de la première tentative de démocratie allemande, la malheureuse République de Weimar. En juillet de la même année, les nazis avaient créé la quasi-totalité des éléments fondamentaux du régime qui allait gouverner l'Allemagne jusqu'à son effondrement près de 12 ans plus tard, en 1945. Ils avaient éliminé l'opposition ouverte à tous les niveaux, créé un État à partie unique et coordonné toutes les grandes institutions de la société allemande, à l'exception de l'armée et des églises. L'Allemagne nazie, le plus grand État policier du XXe siècle, reposait largement sur l'obéissance du peuple à un seul individu. Cependant, Adolf Hitler, le dirigeant impitoyable qui a dirigé le Troisième Reich pendant presque toute son histoire, n'est pas né de nulle part. Il était le produit de son époque et de sa société, mais il a également apporté plusieurs traits caractéristiques de sa vision du monde. Que s'est-il passé dans l'esprit de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire de l'humanité? De plus, comment a-t-il convaincu des millions de personnes de le suivre dans son aventure raciste et expansionniste? La réponse se trouve dans les années précédant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. La défaite de la Première Guerre mondiale eut un effet désastreux sur l'Allemagne. Les conditions de paix, bien que pas plus dures que celles que l'Allemagne prévoyait d'imposer aux autres pays en cas de victoire, furent vivement ressenties par la quasi-totalité des Allemands. Elles comprenaient l'exigence de réparations financières massives pour les dommages causés par l'occupation allemande de la Belgique et du nord de la France, la destruction de la marine et de l'aviation allemande, la limitation de l'armée allemande à 100 000 hommes et l'interdiction des armes modernes comme les chars, ainsi que la perte de territoire au profit de la France et surtout de la Pologne. La guerre détruisit également l'économie internationale qui ne se redressa que 30 ans plus tard. Le coût fut énorme, mais l'effondrement de l'Empire des Habsbourg et la création de nouveaux États indépendants en Europe de l'Est non seulement alimentèrent les égoïsmes économiques nationaux et rendirent impossible la coopération économique internationale. L'Allemagne, en particulier, avait financé la guerre en imprimant de la monnaie dans l'espoir de la financer en annexant des zones industrielles de France et de Belgique. L'économie allemande ne pouvait pas payer les réparations sans augmenter les impôts, et aucun gouvernement allemand n'était disposé à le faire, car cela aurait permis à ses adversaires de l'accuser de taxer les Allemands pour payer les Français. Il en résulta une inflation. En 1913, le dollar valait 4 marks papier. Fin 1919, il en valait 47. En juillet 1922, 493. En décembre 1998, il en valait 497 922, 7000. Les réparations devaient être payées en or et en marchandises, et à ce rythme d'inflation, les Allemands n'étaient ni disposés ni capables de gérer la situation. En janvier 1923, les Français et les Belges occupèrent la Ruhr et commencèrent à saisir les actifs et les produits industriels. Le gouvernement allemand annonça une politique de non-coopération. Cela provoqua une baisse sans précédent de la valeur du mark par rapport au dollar. Un dollar américain valait 353 000 marks en juillet 1923. En août, 4,5 millions. Le 25 octobre, 260 millions. En décembre, 260 millions, 4 millions, soit 4 suivis de 12 zéros. L'effondrement économique était imminent en Allemagne. L'inflation fragmentait les classes moyennes, dressant les groupes d'intérêt les uns contre les autres, de sorte qu'aucun parti politique ne parvenait à les unir. La stabilisation, les restrictions et la rationalisation post-inflationniste entraînèrent des pertes d'emplois massives, tant dans l'industrie que dans la fonction publique. À partir de 1924, des millions de chômeurs se comptèrent. Les entreprises, mécontentes de l'incapacité du gouvernement à les aider dans cette situation déflationniste, commencèrent à chercher des alternatives. Pour les classes moyennes en général, l'inflation signifiait une désorientation morale et culturelle, aggravée pour beaucoup par ce qu'elles considéraient comme les excès de la culture moderne des années 1920, du jazz et du cabaret berlinois à l'art abstrait, à la musique atonale et à la littérature expérimentale. Ce sentiment de désorientation était également présent en politique, car la défaite militaire avait entraîné l'effondrement du Reich, la fuite du Kaiser en exil et la création de la République de Weimar lors de la Révolution de novembre 1918.
La République de Weimar avait une constitution moderne avec le suffrage féminin et la représentation proportionnelle, mais ceci non. Pas contribué à sa chute. Le véritable problème de la Constitution résidait dans le président, élu indépendamment, qui disposait de vastes pouvoirs d'urgence en vertu de l'article 48 de la Constitution pour gouverner par décret. Le premier président de la République, le social-démocrate Friedrich Ebert, en avait déjà largement fait usage. À sa mort en 1925, son successeur élu fut le maréchal Paul von Hindenburg, un monarchiste convaincu, peu attaché à la Constitution. Entre ses mains, l'article 48 allait s'avérer fatal à la survie de la République. L'héritage final de la Première Guerre mondiale fut un culte de la violence, non seulement aux mains des vétérans comme les Casques d'Acier, un groupe d'extrême droite, mais plus particulièrement chez la jeune génération d'hommes, trop jeunes pour se battre, qui tentaient désormais d'égaler les actes héroïques de leurs aînés en combattant sur le front intérieur. La guerre a polarisé la politique, avec des révolutionnaires communistes à gauche et divers groupes radicaux émergents à droite. Les plus célèbres d'entre eux étaient les corps francs, des bandes armées utilisées par le gouvernement pour réprimer les soulèvements révolutionnaires communistes et d'extrême gauche à Berlin et Munich durant l'hiver 1918-1919. Les corps francs tentèrent un violent coup d'État à Berlin au début du printemps 1920, ce qui provoqua un soulèvement armé de la gauche dans la Ruhr, suivi de soulèvements de gauche et de droite en 1923. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle force politique prit de l'ampleur dans les années 1920. Il existait une grande variété de groupes extrémistes et antisémites d'extrême droite en 1919, notamment à Munich, mais en 1923, l'un d'eux se démarqua des autres, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands dirigé par Adolf Hitler. Néanmoins, son parti resta en marge de la scène politique jusqu'à la fin des années 1920. Hitler n'était pas un génie politique capable de mobiliser à lui seul un soutien massif pour lui et son parti. Né en Autriche en 1889, Hitler était un artiste raté au style de vie bohème, mais doté d'un don indéniable, la capacité de mobiliser les foules par sa rhétorique. Son parti, fondé en 1919, était plus dynamique, plus impitoyable et plus violent que les autres groupes marginaux d'extrême droite. En 1923, il se sentit suffisamment confiant pour tenter un coup d'État violent à Munich, prélude à une marche sur Berlin, à l'instar de la marche sur Rome, victorieuse de Mussolini l'année précédente. Cependant, il ne parvint pas à convaincre l'armée ni les forces du conservatisme politique en Bavière, et le coup d'État fut déjoué sous une pluie de coups de feu. Hitler fut condamné et incarcéré à la prison de Landsberg, où il dicta son traité politique autobiographique « Mon combat » à son camarade Rudolf Hess. C'était un condensé des idées d'Hitler, notamment l'antisémitisme et l'idée d'une conquête raciale de l'Europe de l'Est. C'est dans ce livre que la plupart de ces idées sont exposées en détail. Construire un leader avant de construire un empire. À sa sortie de prison, Hitler avait élaboré l'idéologie du nazisme à partir d'éléments disparates, antisémitisme, pangermanisme, eugénisme et prétendue hygiène raciale, expansionnisme géopolitique, hostilité à la démocratie et hostilité au modernisme culturel, qui circulaient depuis un certain temps mais n'avaient pas encore été intégrés dans un ensemble cohérent. Il s'entoura d'une équipe de subordonnés immédiats, le talentueux propagandiste Joseph Goebbels, l'homme d'action déterminé Hermann Göring et d'autres qui bâtirent son image de leader et renforcèrent son sens du destin. Cependant, malgré tout cela, et malgré l'activisme violent de ces paramilitaires chemises brunes dans la rue, il ne parvint à aucune issue politique avant la toute fin des années 1920. En mai 1928, les nazis ne remportèrent que 2,6% des voix, et une grande coalition de partis centristes et de gauche menée par les sociaux-démocrates prit le pouvoir à Berlin. En octobre 1929, cependant, le krach de Wall Street entraîna l'effondrement de l'économie allemande. Les banques américaines retirèrent les prêts qui avaient financé la reprise économique allemande depuis 1924. Les banques allemandes durent alors rappeler leurs prêts aux entreprises allemandes, et celles-ci n'eurent d'autre choix que de licencier ou de faire faillite, ce que nombre d'entre elles firent effectivement. En un peu plus de 2 ans, plus d'un travailleur allemand sur 3 se retrouva au chômage et des millions d'autres se retrouvèrent au chômage partiel ou avec des salaires réduits.
Le système d'assurance chômage s'effondra complètement, laissant un nombre croissant de personnes sans ressources. L'agriculture, déjà mise à rude épreuve par la chute de la demande mondiale, s'effondra également. À sa sortie de prison de Landsberg, Hitler avait pour principal objectif de reconstruire un mouvement paralysé et aspirant au pouvoir. Ses prétentions à diriger le mouvement nationaliste furent renforcées et il devint une sorte de héros et de martyr, bien qu'il n'ait passé que 9 mois en prison. De plus, il avait mis ces 9 mois à profit pour opérer une transformation intérieure qui se consolida en une nouvelle perception de lui-même et une prise de conscience de son rôle. Il se considérait désormais comme un nouveau messie et son réalisme changea en conséquence. Il n'avait aucune idée concrète de la manière dont ses objectifs pourraient être atteints. Il imaginait encore que ces objectifs ne se concrétiseraient que dans un avenir lointain. Ne reposant que sur quelques principes fondamentaux, mais immuables, sa vision du monde était compatible avec des ajustements tactiques à court terme. De plus, elle présentait l'avantage de concilier diverses positions contradictoires sur des questions particulières et des subtilités idéologiques adoptées par les dirigeants nazis subordonnés. Dans le cadre de sa vision du monde fondamental, Hitler lui-même se montrait flexible, voire indifférent, à certaines questions idéologiques qui pouvaient obséder ses partisans. Ses opposants de l'époque et de nombreux commentateurs ultérieurs sous-estimaient fréquemment le dynamisme de l'idéologie nazie en raison de sa dispersion et du cynisme de sa propagande. Les nazis étaient dépeints comme des adeptes d'une idéologie inflexible et immuable, mais c'était tout simplement faux. L'idéologie était souvent considérée comme un simple prétexte pour dissimuler les ambitions de pouvoir et la tyrannie. De plus, si Hitler avait quelques idées personnelles qui animaient son programme politique, celles-ci étaient très rudimentaires et élémentaires. Elles pouvaient être façonnées et adaptées aux attentes de ceux qui pouvaient le porter au pouvoir. Le parti nazi, par conséquent, ne suivait pas tant un ensemble de règles qu'une force dynamique destinée à conquérir le pouvoir à tout prix. Ce qui comptait pour Hitler était bien la voie vers le pouvoir. Il était prêt à sacrifier la plupart de ses principes pour cela. Cependant, certains, et ceux-là étaient pour lui les plus importants, étaient non seulement immuables, ils formaient l'essence même de ce qu'il entendait par pouvoir. L'opportunisme lui-même était toujours, en fin de compte, façonné par les idées fondamentales qui déterminaient sa conception du pouvoir. Après ces mois passés à Landsberg, la confiance en soi d'Hitler était désormais telle que, contrairement à l'époque précédant le putsch, il pouvait se considérer comme le représentant exclusif de l'idée du national-socialisme et le seul leader du mouvement nationaliste destiné à montrer à l'Allemagne la voie de son salut national. Sa tâche, à sa libération, serait d'en convaincre les autres. La popularité d'Hitler augmenta rapidement avant 1933, d'autant plus que la classe ouvrière se lassait des communistes, qu'elle jugeait incapables d'améliorer la situation générale du pays. 10 ans après son coup d'État manqué, il fut nommé chancelier d'Allemagne. Cependant, ce n'était pas la fin de son parcours. En réalité, le 30 janvier 1933 marquait le début de la prise du pouvoir par les nazis et non d'une contre-révolution conservatrice. Hitler avait évité les erreurs commises 10 ans plus tôt. Il était arrivé au pouvoir sans détruire formellement la Constitution et avec le soutien de l'établissement conservateur et de l'armée. La question était maintenant de savoir comment transformer sa position au sein d'un gouvernement de coalition en dictature dans un État à parti unique. Tout d'abord, il ne pensait qu'à intensifier la violence dans les rues. Son bras droit, Hermann Göring, enrôla aussitôt les chemises brunes comme auxiliaires de police. Elles se déchaînèrent, saccageant les bureaux des syndicats, frappant les communistes et dispersant les réunions social-démocrates. Le 28 février, la chance vint au secours des nazis. Un anarcho-syndicaliste néerlandais solitaire, Marinus van der Lubbe, incendia le Reichstag pour protester contre les injustices du chômage. Hitler et Göring persuadèrent le gouvernement de supprimer le Parti communiste. 4000 communistes, dont la quasi-totalité de la direction du parti, furent immédiatement arrêtés, battus, torturés et jetés dans des camps de concentration nouvellement créés. Ce fut le début d'une campagne de violence et de brutalité qui se développa dans les semaines qui suivirent. Fin mars, la police prussienne rapportait que 20 000 communistes étaient emprisonnés. À l'été, plus de 100 000 communistes, sociaux-démocrates,
syndicalistes et autres avaient été arrêtés, les estimations officielles évaluant même le nombre de morts en détention à 600. Le peintre autrichien en herbe est architecte. Il est de notoriété publique au cours des dernières décennies qu'Hitler est devenu un monstre après s'être vu refuser l'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. On prétend qu'il était un peintre médiocre et qu'il fut si furieux de son renvoi qu'il jura de se venger. Ce n'était tout simplement pas le cas. C'était un peintre très talentueux et un fervent admirateur de l'art et de l'architecture européen. C'est précisément son amour pour les arts qui le fit quitter son Autriche natale pour l'Allemagne, à l'âge de 24 ans. Il arriva à Munich en 1913, l'année précédant le déclenchement de la guerre en Europe. Plus tard, il affirmera que les 15 mois passés à Munich avant la guerre furent de loin les plus heureux de sa vie. Ce nationaliste allemand fanatique exultait de son arrivée dans une ville véritablement allemande, qu'il contrastait avec la Babylone des ethnies qu'avait été Vienne, véritable foyer de diversité au cœur de l'Empire austro-hongrois. Il était également mécontent de la politique pro-slave de la monarchie des Habsbourg. Hitler écrivit qu'il était venu à Munich dans l'espoir de se faire un jour un nom comme architecte. À son arrivée, il se décrivit comme un peintre en architecture. Dans une lettre adressée aux autorités de Linz en 1914, se défendant des accusations d'insoumission au service militaire, il affirma avoir été contraint de gagner sa vie en servant. Il affirma avoir été contraint de gagner sa vie comme artiste indépendant afin de financer sa formation de peintre en architecture. Après son arrivée à Munich le 25 mai 1913 par un beau dimanche de printemps, Hitler donna suite à une annonce pour une petite chambre louée par la famille du tailleur Joseph Popp dans un quartier pauvre du nord de la ville, en bordure de Schwabing, le centre animé de la vie artistique et bohème munichoise, et non loin du grand quartier des casernes. Selon sa logeuse, Frau Popp, Hitler s'installa rapidement avec le matériel nécessaire pour commencer à peindre. Comme à Vienne, il prit l'habitude de réaliser un tableau tous les 2 ou 3 jours, généralement copié d'après des cartes postales représentant des lieux touristiques célèbres de Munich, notamment l'église principale, l'ancien hôtel de ville, la brasserie munichoise, l'Alterhof, la résidence royale, etc. Il partit ensuite à la recherche de clients dans les bars, cafés et brasseries. Ses aquarelles, précises mais sans inspiration, étaient, comme Hitler lui-même l'admit plus tard, alors qu'il était chancelier d'une qualité très médiocre. Cependant, il les vendait à des prix exorbitants. Elles n'étaient certainement pas pires que des produits similaires vantés dans les brasseries, souvent l'œuvre de véritables étudiants en art cherchant à subvenir à leurs besoins. Une fois ces marques acquises, Hitler n'eut aucune difficulté à trouver des acheteurs. Il put vivre modestement de sa peinture et vivre à peu près aussi confortablement que durant ses dernières années viennoises. Cela signifie qu'il n'aspirait pas à devenir un grand artiste. Il pouvait très bien vivre comme un artiste ordinaire. Comme à Vienne, Hitler était poli mais distant, réservé, renfermé et apparemment sans amis. Frau Popp ne se souvenait pas d'avoir vu Hitler recevoir une seule visite durant les 2 années de son bail. Il vivait simplement et frugalement, préparant ses tableaux le jour et lisant le soir. Il aimait lire dans les cafés, où il conservait son habitude de dévorer les journaux mis à disposition. C'est là qu'il se tenait au courant de l'actualité politique et qu'à la moindre provocation, il pouvait s'emporter et traiter quiconque se trouvait à proximité de ses opinions farouchement arrêtées sur les sujets qui le préoccupèrent du moment. Les discussions dans les cafés et les brasseries étaient ce qui approchait le plus Hitler de l'engagement politique pendant son séjour munichois. Les audiences captives d'Hitler dans les cafés et les brasseries étaient pour la plupart le plus proche contact humain qu'il ait pu avoir pendant ces mois à Munich et lui offraient sans doute un exutoire à ses préjugés et émotions refoulées. Une fois au pouvoir, Hitler aimait être qualifié de héros de guerre, mais la vérité est loin d'être la même. Lorsqu'il était à Munich, la police autrichienne le recherchait car il ne s'était pas inscrit au service militaire en Autriche. L'insoumission au service militaire était passible d'une lourde amende. De plus, quitter l'Autriche pour l'éviter était considéré comme une désertion et passible d'une peine de prison. Il fut contraint de se présenter à Salzbourg pour suivre sa formation militaire, mais il fut jugé trop faible pour entreprendre le service militaire. Hitler retourna à sa vie mondaine de petit artiste à Munich, mais pas pour longtemps. Les nuages s'amoncelaient sur l'Europe.
Le dimanche 28 juin 1914, éclata la nouvelle sensationnelle de l'assassinat à Sarajevo de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand, et de son épouse. L'Allemagne, comme d'autres pays européens, s'engagea dans la Grande Guerre. Pour Hitler, la guerre fut une bénédiction. Depuis son échec à l'Académie des Beaux-Arts en 1907, il végétait, résigné à ne pas devenir un grand artiste. Son deuxième rêve, devenir un architecte de renom, ne semblait pas non plus se réaliser, sans aucun projet ni espoir réaliste de le réaliser. Il était désormais à Munich, déterminé à se faire un nom. Il était toujours sans perspective de carrière, sans qualification ni espoir d'en obtenir, incapable de nouer des amitiés profondes et durables, et sans réel espoir de se réconcilier avec lui-même ou avec une société qu'il méprisait pour son propre échec. La guerre lui offrit une porte de sortie. À 25 ans, elle lui offrit pour la première fois de sa vie une cause, un engagement, de la camaraderie, une discipline extérieure, une sorte d'emploi stable, un sentiment de bien-être et surtout, un sentiment d'appartenance. Son régiment devint son foyer. Blessé en 1916, sa principale préoccupation fut d'être renvoyé du champ de bataille, de quitter le régiment et de retourner à une vie triste. À la fin de la guerre, il avait de bonnes raisons pratiques de rester dans l'armée le plus longtemps possible. L'armée avait alors été sa carrière pendant 4 ans et il n'avait aucun autre emploi auquel retourner ni aucun espoir. La guerre et ses conséquences ont façonné Hitler. Après Vienne, ce fut la deuxième période formatrice qui forgea définitivement sa personnalité. Une mentalité génocidaire. La plupart des opinions politiques d'Hitler étaient stratégiques et dépendaient du contexte et de ses interlocuteurs. Néanmoins, au cœur même de son idéologie se trouvait la conviction que personne ne pouvait changer. Hitler haïssait les Juifs et ne reculerait devant rien pour les éradiquer d'Allemagne et du Troisième Reich. Selon lui, ils étaient responsables de la chute de l'Allemagne et de la dégénérescence de sa culture. Son projet était de créer un royaume en expansion constante, peuplé uniquement d'hommes et de femmes de race pure, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Après l'adoption des lois raciales de Nuremberg en 1935, ses subordonnés estimèrent que le moment était venu d'exterminer définitivement tous les Juifs du Reich. Les dirigeants de la SS recherchaient désormais des gains territoriaux pour se donner l'occasion d'expérimenter idéologiquement et de concrétiser leur vision d'un grand Reich allemand purifié, sous la coupe de l'élite SS choisie. Dans le monde d'après Hitler, la victoire finale acquise, la SS était déterminée à dominer l'Allemagne et l'Europe. Ils considéraient leur mission comme l'éradication impitoyable des ennemis idéologiques de l'Allemagne, qui, selon l'étrange vision d'Himmler, étaient nombreux et menaçants. Début novembre 1938, il ordonna aux hauts dirigeants SS de se préparer à 10 années de violence. Himmler pensait qu'au cours de cette décennie, il serait certainement confronté à des conflits critiques sans précédent. Il s'agissait, disait-il, non seulement du combat de sa nation, mais surtout d'une lutte idéologique contre l'ensemble du judaïsme, la franc-maçonnerie, le marxisme et les églises du monde. Himmler présumait que les Juifs étaient l'âme dirigeante de toutes les autres forces et qu'ils étaient déterminés à anéantir l'Allemagne et l'Italie. Il était donc impératif de frapper les premiers et de les chasser de leur pays avant qu'ils n'aient le temps de riposter. Ce discours fut prononcé la veille du déchaînement de violence contre la minorité juive en Allemagne, lors du tristement célèbre pogrom des 9 et 10 novembre 1938, une nuit surnommée la nuit de cristal du Reich en raison des millions de fragments de verre brisés jonchaient les trottoirs berlinois devant les boutiques juives détruites. Ce fut un pogrom anti-juif national. Heinrich Müller, alors chef de la Gestapo, envoya un mémorandum aux bureaux locaux de la Gestapo à 23h55 le 9 novembre, signalant les violences déjà commises contre les Juifs. Müller demanda aux officiers de la Gestapo de mettre fin au pillage, mais de ne pas empêcher les incendies de synagogues ni les actes de vandalisme contre les boutiques juives. Cette nuit d'horreur, orchestrée avec soin, fut surnommée la nuit de cristal, ou nuit du cristal brisé. Des émeutes anti-juives furent signalées dans toute l'Allemagne. Des voyous nazis et des SS incendièrent des synagogues et des lieux de prière. Des objets irremplaçables, d'une immense valeur religieuse, furent jetés sur un bûcher funéraire empreint d'une haine antisémite pure et simple. Des Juifs furent battus, leurs domiciles et leurs commerces saccagés.
Environ 91 juifs furent assassinés et 30 000 juifs furent arrêtés, prétendument pour leur propre sécurité. Environ 10 000 juifs furent déportés dans les 3 principaux camps de concentration, Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald. Presque tous les juifs arrêtés furent libérés dans les 6 semaines. Dans un communiqué de presse, Joseph Goebbels affirma que les actions allemandes étaient compréhensibles. Grâce au harcèlement incessant de la Gestapo, aucun juif en Allemagne, ni dans aucun des territoires conquis par le Troisième Reich, n'était en sécurité. En Allemagne, les lois de Nuremberg de 1935 imposèrent des mesures draconiennes immédiates visant à exclure les Juifs de l'économie, accompagnées d'une restructuration de la politique antisémite, la plaçant désormais directement sous le contrôle des SS, dont les dirigeants liaient guerre, expansion et éradication du judaïsme. Depuis les années 1920, Hitler n'avait jamais abandonné sa conviction que le salut de l'Allemagne ne pouvait venir que d'une lutte titanesque pour la suprématie en Europe et pour une éventuelle puissance mondiale contre de puissants ennemis soutenus par le plus puissant de tous, à ses yeux la communauté juive internationale. C'était un pari colossal, mais pour Hitler, c'était un pari incontournable. De plus, pour lui, le sort des Juifs était inextricablement lié à ce pari. Le pogrom national perpétré par des foules nazies déchaînées dans la nuit du 9 novembre marqua le point culminant d'une vague de violence antisémite qui avait débuté au printemps 1938 et s'était poursuivie, accompagnant la crise politique étrangère sur le plan intérieur tout au long de l'été et de l'automne. L'ampleur et la nature de cette sauvagerie, ainsi que l'objectif apparent de maximiser la dégradation et l'humiliation, reflétaient le succès de la propagande dans sa diabolisation de la figure du juif. Cela accentua considérablement le processus de déshumanisation des Juifs, en cours depuis la prise de pouvoir par Hitler, avec pour objectif final de les exclure de la société allemande, étape cruciale vers le génocide. L'étape suivante fut franchie bien après le début de la guerre, notamment lorsque Hitler ordonna l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Il ne s'agissait pas d'une décision stratégique, mais idéologique. L'objectif idéologique d'éradication du judéo-bolchevisme était au cœur de ce qui avait été délibérément conçu comme une guerre d'anéantissement. Il était indissociable de la campagne militaire. Avec l'assaut meurtrier des SS soutenu par la Wehrmacht, lancé dès les premiers jours de l'invasion, le caractère génocidaire du conflit était déjà établi. Il allait rapidement se transformer en un programme génocidaire général, d'une ampleur inédite. Hitler voulait écraser l'Union soviétique. Il savait qu'entre 5 et 6 millions de Juifs vivaient en Russie, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles il s'est lancé dans cette entreprise qui, selon de nombreux historiens, lui a coûté la guerre. Heinrich Himmler a préparé un plan général pour l'Est, qui prévoyait la déportation, au cours des 30 années suivantes, de 31 millions de personnes, principalement des Slaves, au-delà de l'Oural et en Sibérie occidentale. Les Juifs auraient sans aucun doute été le premier groupe ethnique à périr dans une solution territoriale qui équivalait pour eux à leur arrêt de mort. Ce qui était envisagé était en soi manifestement génocidaire. La solution territoriale pouvait être considérée comme une forme de solution finale. Cependant, tués par balle ou par gaz, tous les Juifs d'Europe n'étaient pas encore dans les intentions d'Hitler. Ce n'est que lorsque la situation de guerre s'est aggravée et que les perspectives de victoire se sont amenuisées qu'Hitler a ordonné le programme d'extermination industrialisée à grande échelle qui a donné naissance à ce que l'on a appelé la solution finale. Point de vue raciste et pseudo-science eugénique. Hitler ne fut pas le premier à formuler l'idée de tuer des individus considérés comme inférieurs. La notion de destruction de vies indignes d'être vécues avait déjà fait l'objet de nombreux débats publics, notamment dans les milieux nationalistes. Les médecins avaient massivement rejeté l'euthanasie pendant la période de Weimar. L'arrivée au pouvoir d'Hitler changea le climat et ouvrit de nouvelles perspectives à la profession médicale. Certains psychiatres de renom étaient plus que prêts à les exploiter. Les opinions racistes et eugénistes exprimées par Hitler dans Mein Kampf servirent de ligne directrice à ces médecins nazis, même si le moment n'était pas encore jugé opportun pour mettre en œuvre le programme qu'ils souhaitaient. Surtout, le rôle d'Hitler fut décisif en 1938, en approuvant chaque étape qui aboutit au programme complet d'euthanasie à partir de l'automne 1939.
Sans cette approbation et sans la volonté idéologique qu'il incarnait, l'euthanasie n'aurait pas eu lieu sous le Troisième Reich, car elle n'a jamais été une politique très populaire auprès du peuple. La mentalité qui a conduit à l'extermination des malades mentaux n'était pas une création d'Hitler. S'appuyant sur des fondations solidement établies, notamment à la suite des coupes budgétaires catastrophiques de la Grande Dépression, l'instauration de la dictature avait permis aux professions médicales et psychiatriques, après 1933, de concevoir l'impensable. Les opinions minoritaires, limitées même dans une démocratie défaillante, pouvaient désormais se généraliser. Le processus s'accéléra. En 1939, les médecins et les infirmières des asiles étaient conscients des exigences. Il en était de même pour la bureaucratie médicale, qui huilait les rouages de la machine à tuer. L'opinion publique était alors également ouverte à ce type d'idéologie. Si l'euthanasie était fortement contestée, notamment parmi les fidèles des églises, d'autres y étaient favorables, notamment dans le cas des enfants malades, mentaux ou handicapés. Hitler avait clairement exprimé sa propre vision du traitement des malades incurables dans Mein Kampf, où il préconisait leur stérilisation. Lorsqu'il s'exprima au congrès du parti de Nuremberg en 1929 sur la manière dont les plus faibles de la société devaient être traités, il ne parla pas seulement d'hygiène raciale et de maintien de la force ethnique du peuple arien, mais utilisa un argument économique utilisé par le lobby eugéniste au sein du corps médical. Il déclara que, si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an, elle devrait se débarrasser de 700 000, voire 800 000 des plus faibles d'entre eux. Le résultat serait finalement une montée en puissance. Cela impliquait une manipulation raciale par le biais de meurtres de masse justifiés par l'idéologie sociale darwiniste, mais pas l'euthanasie au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire la libération volontaire d'une maladie terminale. Selon les commentaires de son médecin Karl Brandt lors de son procès d'après-guerre, Hitler était connu pour être favorable à l'euthanasie involontaire au plus tard à partir de 1933. En 1935, lors d'une conversation avec Gerhard Wagner, chef des médecins du Reich, Hitler exprima son opinion en faveur de l'euthanasie involontaire, soulignant toutefois que le moment n'était pas venu. Il estimait qu'une telle solution pourrait être plus facilement résolue en temps de guerre et que la résistance, comme on pouvait s'y attendre de la part des églises, aurait alors moins d'impact qu'en temps de paix. En attendant, il laissait au ministère de la Propagande et au chef des médecins du Reich le soin de promouvoir le programme de purification raciale au sein de la population. Des calculs étaient régulièrement publiés dans les journaux sur le coût de l'entretien des malades mentaux et des maladies héréditaires. Cela donnait l'impression que d'importantes ressources de l'État étaient gaspillées pour des vies inutiles, alors que cet argent pourrait très bien être investi dans l'amélioration des conditions de vie des Allemands les plus aptes. Des caméras furent envoyées dans les asiles pour produire des scènes visant à horrifier le public allemand et à le convaincre de la nécessité d'éliminer ceux qui étaient présentés comme la lie de la société pour le bien de toute la population. Le Bureau national-socialiste racial et politique produisit 5 films muets de ce type entre 1935 et 1937. Une fois la guerre déclarée, Hitler autorisa les médecins du Reich à pratiquer l'euthanasie involontaire s'il le jugeait nécessaire. En octobre 1939, Hitler demanda à l'une de ses secrétaires de taper une note antidatée au 1er septembre 1939, jour du début de la guerre. La note ne contenait qu'une seule phrase. Le Reichsleiter Buhler et le docteur Brandt sont chargés d'étendre l'autorité de certains médecins afin que, après une évaluation critique de leur état, les personnes déclarées incurables puissent bénéficier de la grâce de mort. Il signa ensuite le document, condamnant ainsi des milliers de personnes à mort. Quant au racisme et à l'antisémitisme d'Hitler, ils furent peu médiatisés durant les 2 premières années du Troisième Reich. Ce n'est qu'après l'adoption des lois raciales de Nuremberg en 1935 qu'ils furent recherchés. Ces lois autorisaient l'arrestation de juifs pour un nouveau crime, la souillure raciale. Elles criminalisaient les relations sexuelles entre juifs et non-juifs. Il était ainsi plus facile pour les juifs d'être dénoncés à la Gestapo pour infraction à la loi. Ce n'est donc qu'après l'introduction des lois de Nuremberg que la Gestapo s'impliqua davantage dans la persécution des juifs. C'est en 1938 que la persécution des juifs connut son escalade la plus spectaculaire au sein de l'Allemagne nazie.
Un décret spécial du 26 avril 1938 obligeait tous les Juifs à déclarer leur patrimoine, tant en argent qu'en biens. En juin 1938, la police reçut l'ordre d'arrêter de nouveau tout Juif ayant purgé une peine pour infraction aux lois de Nuremberg et de le transférer dans un camp de concentration. À l'automne 1938, au moins 75% des commerces juifs avaient fermé. Les nombreux intérêts d'Hitler, l'archéologie et l'occultisme, le profond sentiment d'Hitler d'être investi d'une mission, l'image héroïque qu'il avait de lui-même, la nécessité de préserver l'aura que lui attachaient de plus en plus ses partisans, et le détachement des intrigues et des luttes intestines de ses subordonnés exigeaient un profond isolement. Ce n'était pas nouveau, il était habitué à la solitude, comme à son arrivée à Munich en 1913. De plus, la distance qu'il imposait délibérément entre lui et même les membres haut placés de son mouvement visait à accentuer le sentiment de respect et d'admiration de ceux qui étaient admis en sa présence ou qui le rencontraient lors d'un rassemblement ou d'une réunion de masse théâtrale. En même temps, cela renforçait son côté énigmatique. Même ceux qui le connaissaient avaient du mal à décortiquer et à comprendre sa personnalité. Hitler se faisait un plaisir d'entretenir le mystère et la fascination. Il était avant tout un acteur accompli. Cela s'appliquait certainement aux occasions mises en scène. Par exemple, il retardait systématiquement son entrée dans les salles combles où il prononçait ses discours afin d'accroître le suspense. Il construisait également ses discours avec soin, choisissait souvent des phrases colorées et calculait tous ses gestes et son langage corporel. Ici, son talent rhétorique naturel était mis à profit pour des performances scéniques bien rodées. Une pause au début pour laisser monter la tension. Un début discret, voire hésitant, des ondulations et des variations de diction, certes peu mélodieuses, mais vives et très expressives. Des éclats explosifs suivis de réflexions calmes pour souligner l'importance d'un point clé. Un usage théâtral des mains alors que le discours montait en crescendo. Un humour sarcastique adressé à ses adversaires. Autant de procédés soigneusement élaborés pour maximiser l'effet. Hitler était soucieux de l'impact et de l'impression. Ses vêtements étaient également choisis en fonction de l'occasion. L'uniforme marron clair avec brassard à croix gammée, ceinture, sangle diagonale attachée se croisant sur l'épaule droite, et des bottes en cuir montant jusqu'aux genoux lorsqu'il était parmi les fidèles, lors des grandes réunions et rassemblements du parti. Costume sombre, chemise blanche et cravate, lorsqu'il était approprié de donner une apparence moins martiale et plus respectable à un public plus large. Néanmoins, le jeu d'acteur ne se limitait pas à de telles occasions. Ceux qui côtoyaient Hitler, tout en gardant une distance critique à son égard, étaient convaincus qu'il jouait la plupart du temps. Il pouvait jouer les rôles selon les besoins. C'était un causeur aimable, baisant la main des dames, un oncle amical offrant des chocolats aux enfants, un homme simple du peuple serrant les mains calleuses des paysans et des ouvriers. Il pouvait être un modèle de gentillesse en public pour celui qu'il fustigeait et raillait en privé. Ses jeux d'acteur et son hypocrisie ne signifiaient pas qu'il était uniquement un manipulateur cynique, refusant de croire aux principes fondamentaux de sa vision du monde. Cette conviction fervente, alliée à la force de sa personnalité dominatrice, convainquait ceux qui étaient attirés par son message. Lorsqu'il était seul, Hitler était un lecteur assidu. Il s'intéressait à l'histoire, à la religion et à la philosophie. Il était un disciple d'Alfred Rosenberg, philosophe raciste dont le livre de 1930, Le mythe du XXe siècle, a façonné les croyances de tous les nazis. C'est dans cet ouvrage que Rosenberg a exposé sa théorie raciale, synthétisant diverses idées nationalistes et raciales répandues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour en faire une vision du monde global, quoique pseudo-scientifique. Il postulait une lutte constante tout au long de l'histoire entre l'esprit arien et l'esprit judéo-sémite, qu'il accusait d'être responsable de la corruption de la culture occidentale et des maux de la modernité. Ses écrits fournissaient une justification apparemment intellectuelle à la persécution et à l'extermination des Juifs, ce qui lui a valu de devenir l'un des plus proches collaborateurs d'Hitler. Rosenberg fut d'ailleurs l'un des premiers et des plus influents mentors d'Hitler, lui faisant découvrir des textes antisémites clés comme les protocoles des sages de Sion.
Son racisme intellectualisé a fourni un cadre plus systématique aux préjugés viscéraux d'Hitler, contribuant ainsi à consolider les principes fondamentaux de l'idéologie nazie. Son intérêt pour l'occultisme et les racines profondes des Aryens l'a conduit à s'intéresser à l'archéologie. Sous son gouvernement, le parti nazi a encouragé les fouilles archéologiques sur le terrain dans de nombreux endroits. Du Troisième Reich, par exemple, ils financèrent d'importantes fouilles archéologiques sur le site grec d'Olympie. Ces fouilles avaient des motivations essentiellement politiques. Pour Hitler et les membres actifs du parti nazi, les fouilles menées à Olympie à la veille et au lendemain des Jeux olympiques de 1936 visaient principalement à s'approprier historiquement ce célèbre site antique et à célébrer les relations helléno-germaniques. Selon l'idéologie nazie, les Grecs étaient les descendants des Aryens, tout comme les Allemands. Hitler chargea même l'architecte du Reich, Albert Speer, de construire à Nuremberg un immense stade pouvant accueillir 400 000 personnes, afin que les Jeux olympiques puissent s'y tenir perpétuellement tous les 4 ans. Cependant, malgré les fantasmes autocratiques d'Hitler, la vérité est que le site d'Olympie avait été négligé pendant des années, et le généreux financement qu'il envoya à l'Institut archéologique allemand d'Olympie permit la première fouille systématique et scientifique du site sous la direction d'Emil Kunze et de Hans Schleif. Les fouilles ont été interrompues en 1940 et peu de temps après, le pays a été envahi par l'Allemagne, ce qui a été tragique pour tous les autres sites archéologiques du pays. Un mode de vie végétarien et respectueux des animaux. Contrairement à de nombreux nazis de haut rang qui menaient un train de vie particulièrement fastueux, Hitler menait une vie frugale, non seulement avant de devenir chancelier d'Allemagne, mais aussi après. Il dépensait peu pour manger et boire. Avant de devenir végétarien, son alimentation quotidienne se résumait généralement à du pain beurré, des puddings sucrés à la farine et souvent l'après-midi à un morceau de gâteau au pavot ou aux noix. Il lui arrivait de se passer complètement de nourriture. Hitler buvait généralement du lait, parfois du jus de fruits, mais pas d'alcool. Il ne fumait pas non plus. Son seul luxe était l'opéra, et il allait presque quotidiennement à un concert ou à un opéra. Hitler lui-même expliqua à ses proches que son régime alimentaire était devenu plus strict après son incarcération, au cours de laquelle il avait pris du poids. À sa sortie de la prison de Landsberg, il commença à supprimer viande et alcool afin de perdre du poids. Il s'était convaincu que la viande et l'alcool étaient nocifs pour lui et, dans son fanatisme, en fit un dogme et ne consomma désormais plus que des repas végétariens et des boissons sans alcool. Bien qu'idolâtré par des millions de personnes et souvent dépeint dans les magazines et les articles de propagande comme un homme très amical, Hitler n'avait d'autre ami qu'Eva Braun et son chien, Blondie. Hitler était fréquemment vu en compagnie de Blondie, sa chienne alsacienne, offerte par Martin Bormann en 1941 alors qu'il était encore chiot. Blondie joua un rôle dans la propagande nazie en présentant Hitler comme un amoureux des animaux, et c'était peut-être l'une des seules affirmations de propagande réellement vraies concernant le Führer. Il aimait les animaux et, tout au long de sa vie, il apprécia fréquemment la compagnie des chiens. Pendant son service militaire pendant la Première Guerre mondiale, Hitler sauva un fox terrier blanc errant, qu'il baptisa Fuchsl. Hitler avait une grande affection pour ce chien, et lorsqu'il n'était pas en service au front, il passait une grande partie de son temps libre à jouer avec lui dans la caserne et à lui apprendre des tours. Finalement, en août 1917, sa compagnie reçut l'ordre de se déplacer vers une autre position, et Fuchsl fut perdu. Hitler fut profondément bouleversé et imputa sa perte à l'ennemi. Plus tard, en 1921, durant ses années de pauvreté, on lui offrit un berger allemand nommé Prinz, mais il avait été contraint de le loger ailleurs, car les chiens y étaient interdits. Cependant, le chien réussit à s'échapper et à revenir auprès de lui. Hitler, qui adorait la loyauté et l'obéissance de ce chien, développa un grand amour pour cette race. C'est pourquoi il adopta un berger allemand nommé Muckl, à la fin des années 1920. Hitler avait 2 autres bergers allemands, une mère et sa fille, toutes 2 prénommées Blonda. Puis, lorsque Bormann lui offrit le chiot berger allemand en 1941, il la nomma Blondie. En mai 1942, Hitler acheta un autre jeune berger allemand à un fonctionnaire subalterne de la poste d'Ingolstadt pour tenir compagnie à Blondie. Il la baptisa Bella.
Bien qu'Eva Braun possédait 2 terriers écossais nommés Négus et Stasi, elle les tenait généralement à l'écart de Blondie, de peur de leur faire du mal. C'est pourquoi Hitler décida d'emmener un compagnon d'une race plus grande. De plus, Hitler était jaloux de ses chiens et s'irritait lorsqu'ils manifestaient de l'affection envers d'autres personnes. Il préférait donc que chacun garde son propre chien près de lui. Le destin voulut qu'Eva Braun et Blondie accompagnent Hitler jusqu'à son dernier jour au Führerbunker. En avril 1945, Blondie donna naissance à une portée de 5 chiots. Hitler nomma l'un d'eux Wolf et offrit l'autre à ses associés, dont la sœur d'Eva Braun. Néanmoins, le jour fatidique où Hitler se suicida, il emporta également ceux d'Eva et de Blondie avec une capsule de cyanure. Les opinions d'Hitler sur le mariage et Eva Braun. En 1930, Adolf Hitler demanda à son proche collaborateur Martin Bormann de le rencontrer en secret. Il avait une question importante à lui poser. Une fois seul, Hitler lui confia une mission exigeant secret et discrétion. Il demanda à Bormann de vérifier l'ascendance d'une jeune fille de 17 ans qu'il avait rencontrée au studio de photographie d'Heinrich Hoffmann, où elle travaillait comme assistante. Hitler s'était pris d'affection pour elle et voulait savoir si elle était de bonne lignée aryenne. Après une enquête approfondie, Bormann put confirmer qu'Eva Braun n'avait pas une goutte de sang juif. Hitler fut soulagé. Le seul problème était qu'Hitler entretenait déjà une relation amoureuse, quoique toxique, avec sa demi-nièce, Geli Raubal. Geli n'avait que 22 ans à l'époque, tandis qu'Hitler avait 20 ans de plus qu'elle. Il était extrêmement protecteur envers elle, donnant à Geli le sentiment d'être contrôlé et surveillé. Après 1927, lorsqu'Hitler apprit sa liaison avec un chauffeur, il décida qu'elle ne serait jamais laissée seule avec un autre homme que lui. Ce fut un véritable désastre pour la pauvre Geli, qui ne savait que faire. Le soir du 18 septembre 1931, alors qu'Hitler était à Nuremberg, Geli prit l'arme qu'il lui avait donnée pour se protéger, plaça le canon contre sa poitrine et tira. Elle tomba au sol, se vidant lentement de son sang. Hitler se sentit dévasté. Mais Geli hors de vue, il était libre de poursuivre une relation avec Eva. Hitler était farouchement opposé au mariage aussi, jusqu'à la fin de leur vie. Il refusa cette possibilité à Eva, qui demanda à se marier à plusieurs reprises. Eva incarnait l'idéal hitlérien de la féminité naturelle. Blonde pure, elle était athlétique et sportive, pratiquait la gymnastique et la natation et se maintenait en forme. Elle ne s'intéressait guère à la politique ni à l'état de la nation. Elle avait peu de prestance et était d'une liberté d'esprit rafraîchissante. Elle était émotionnellement immature et facile à manipuler pour Hitler. De son point de vue, Hitler était courtois, souvent charmant, indulgent et attentionné, tandis que sa renommée grandissante la flattait et l'excitait. Eva n'avait pas encore saisi la cruauté et l'indifférence d'Hitler envers ceux qui osaient l'approcher. En 1932, elle serait profondément consciente de son désintérêt. S'étant donnée à Hitler, Eva attendait sans cesse qu'il lui accorde une certaine attention. Mais Hitler était rarement à Munich cette année-là. Même lorsqu'il y était, il avait peu de temps à lui consacrer. Eva prenait ses absences et ses silences personnellement, comme un signe de rejet. L'anxiété se transforma en désespoir. Comme Geli avant elle, elle avait son propre pistolet. Laissant un mot d'adieu griffonné, elle le porta à sa tempe et appuya sur la détente. La balle se logea dans son cou, manquant de peu l'artère. Saignant abondamment, Eva parvint à appeler un médecin qui vint immédiatement la conduire à l'hôpital où la balle fut retirée avec succès. Qu'il s'agisse d'un appel à l'attention ou d'une tentative sincère de la tuer, cela fonctionna. Hitler, sous le choc, passa à l'action. Il jura de mieux prendre soin d'elle. Eva souffrirait beaucoup de ses absences. Il oubliait souvent son anniversaire et annulait des rendez-vous à la dernière minute. Malgré cela, Eva resterait aux côtés du Führer jusqu'au bout. Après la tentative d'assassinat d'Eva, Hitler fit tout son possible pour la loger. En août 1935, il loua un appartement de 3 chambres pour Eva et sa sœur. En mars suivant, Hitler lui acheta une villa à 2 étages et une nouvelle voiture. Plus importante encore pour Eva, on lui donna la chambre attenante à celle d'Hitler au Berghof. Cela lui prit du temps, et sa liberté de mouvement fut constamment restreinte. Mais au Berghof, elle s'épanouit pleinement. Durant les derniers jours de la guerre, alors que l'armée soviétique approchait rapidement de Berlin,
Hitler, Eva et d'autres commandants nazis se retirèrent dans des bunkers souterrains. Sentant la fin approcher, et en signe de reconnaissance pour le soutien indéfectible d'Eva pendant de nombreuses années, Hitler lui concéda un souhait qu'elle nourrissait depuis longtemps. Hitler chargea son secrétaire personnel, Martin Bormann, de célébrer une petite cérémonie civile où il épousa Eva. La cérémonie eut lieu dans un espace clos et bétonné, peu importe. Le lendemain, il serait mort. Eva passa le reste de la journée à faire ses adieux à ceux qui restaient dans le bunker, tandis que la nouvelle de l'exécution publique de Mussolini commençait à parvenir au bunker. Il n'y avait apparemment aucune échappatoire. C'est alors qu'Hitler s'assit à côté d'Eva et discuta de leur décision finale. Ils conclurent un pacte de se suicider, ce qu'elle accepta. Il était inutile de vivre, affirmait-elle, s'il n'était pas à ses côtés. Comme chacun sait, les détails entourant la mort d'Hitler et d'Eva Braun restent flous. Il est communément admis qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête après avoir vu Eva ingérer une capsule de cyanure. Des soldats SS avaient reçu l'ordre de transporter les corps à l'extérieur, de les asperger d'essence et d'y mettre le feu. Les restes devaient être enterrés dans une fosse peu profonde du jardin de la chancellerie. Le lendemain, lorsque les troupes soviétiques ont pris d'assaut le bunker, elles ont découvert les corps calcinés et les ont secrètement ramenés en Union soviétique, sans jamais confirmer publiquement qu'ils appartenaient à Hitler et à Eva Braun. C'est pourquoi on a longtemps pensé qu'Hitler et Eva avaient fui Berlin et s'étaient enfuis en Amérique du Sud ou ailleurs. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 1970, que les Soviétiques ont reconnu avoir emporté les corps d'Hitler et d'Eva, bien qu'à cette époque, il n'y ait plus eu d'autres restes disponibles pour étude, car ils avaient été complètement détruits. L'une des dernières choses qu'Eva fit avant d'atteindre la fin de sa vie fut d'écrire une lettre. Dans cette lettre, adressée à sa sœur Gretel, elle se remémorait sa vie et concluait qu'elle avait été heureuse. Parmi les choses qui la rendaient heureuse, disait-elle, figurait le fait de pouvoir mourir aux côtés du Führer et d'être épargnée des horreurs qui l'attendaient, elle, la femme la plus remarquable du Troisième Reich. Eva glissa la lettre dans une enveloppe et la remit à Anna Reitsch, une aviatrice héroïque qui fut également l'une des dernières personnes à voir Hitler vivant, car elle était mariée à son médecin personnel. Sa relation avec Eva Braun, son mariage après une vie passée à se déclarer contre le mariage, illustrent à nouveau l'ambiguïté de la plupart des opinions d'Hitler, à quelques exceptions près. Il avait un esprit complexe, rempli de contradictions, qui l'accompagna toute sa vie et qui finit par le mener à sa chute en 1945.